Bonsoir mesdames et messieurs, nous allons commencer cette soirée exceptionnelle. Nous accueillons Maître Robert Badinter, le ministre de la Justice, le président du Conseil constitutionnel. Mais ici, c'est Maître Robert Badinter, le membre du conseil d'administration du Mémorial également, que je suis fier et que j'ai l'honneur d'accueillir. Et je le remercie vraiment d'être ici ce soir parce que vous savez qu'il est extrêmement sollicité pour présenter ce livre. Il nous a fait l'honneur d'être là parce qu'il est attaché à cette maison et c'est pour nous vraiment une grande joie et de l'avoir aujourd'hui tout particulièrement et de l'avoir toute l'année, toutes ces années à nos côtés depuis si longtemps, de manière discrète mais toujours extrêmement efficace. Dans son évolution, le mémorial a toujours bénéficié des conseils de Maître Robert Badinter et des conseils à la fois extrêmement importants sur le concept mais également parfois extrêmement pratiques parce que je lui rappelais tout à l'heure que c'est à vous qu'on doit la construction de cet auditorium lorsqu'on a penser l'évolution du mémorial en vous montrant les plans. C'est vous qui m'avez un peu grondé en me disant mais où est l'auditorium? Vous pensez qu'on va continuer à faire des conférences en étant suspendu au plafond? Et donc je suis sorti tout penaud de chez vous et on a travaillé avec les architectes à nouveau pour mettre en place cet auditorium dans lequel nous sommes si honorés de vous accueillir. Je voudrais également remercier Nathalie Saint-Cric d'être là, et c'est vrai que pour animer cette rencontre, une grande journaliste et qui va aujourd'hui officier face à Maître Robert Badinter. Alors, je vous signale que son ouvrage est ici en vente et qu'il est disponible pour vous avec, on m'a glissé qu'il y avait aussi une particularité. Alors, comment vous appelez ça, Livia? C'est un ex-libris. Un ex-libris avec la signature de Robert Badinter, puisqu'il ne fera pas de dédicaces, mais vous avez donc le livre dédicacé par Robert Badinter, spécialement fait pour cette soirée. Voilà. Par ailleurs, en dehors de cela, c'est une première pour le mémorial, puisque cette soirée est également retransmise sur Internet, au regard de la capacité de notre auditorium, qui n'est pas assez grand. Mais donc, je vous remercie en tous les cas d'être là, et je suis désolé pour tous ceux que nous n'avons pas pu accueillir ce soir dans ces murs. Voilà. Bonne soirée. Bonsoir. Alors, je précise juste que c'est pas en tant que journaliste que je suis là, mais en tant qu'ami de Robert Badinter, enfin ami, si je puis me prévaloir de ce titre. Je ne vais pas vous déflorer le livre. Je vais poser quelques questions à Robert Badinter parce que je pense que ça se lit non pas comme un roman, parfois comme un roman, parfois comme un véritable raisonnement. Donc, on va essayer de flirter avec ce livre, d'en parler un petit peu, mais pour ceux qui auront envie de lire, je ne veux pas vous le déflorer. Robert Badinter, je vais commencer. Vous écrivez au début de ce livre: aujourd'hui, ayant franchi son âge, c'est-à-dire l'âge de votre grand-mère, Idis, vous vous lancez dans ce travail de mémoire. Pourquoi est-ce que vous choisissez de parler d'elle plus particulièrement? Vous avez écrit des tas de livres. Qu'est-ce qui fait que c'est sur elle que vous voulez revenir? Est-ce que c'est en raison de votre âge? Est-ce que c'est en raison d'une forme de sentimentalisme ou d'amour que vous aviez pour elle? Pourquoi? Je ferai plus court la prochaine question. D'abord, merci Nathalie. Oui, d'abord, je tiens à remercier Jacques Fredge, pour les propos introductifs. C'est vrai que je suis profondément attaché à cette maison. C'est vrai aussi que, au moment où s'achevait pour moi l'écriture de ce livre, je lui ai dit: je tiens à le présenter ici, au mémorial, pour de multiples raisons que chacun comprendra. Je me plais à dire que nous avons évoqué déjà un projet de conférence sur un sujet différent, singulier pour les historiens nouveaux, concernant les îles anglo-normandes. Ce n'est pas une invitation au tourisme, mais il est intéressant de penser que c'est la seule partie du territoire des îles britanniques qui n'a jamais été occupée.
Il a été occupé dès juin 1940 par des parachutistes allemands, puis ensuite les vedettes sont venues. Et pendant 5 ans, Churchill les ayant laissés de côté, on les laissait là dans leur jus, ils ont vécu une occupation. Et j'étais très intéressé de savoir comment est-ce que s'était passée cette occupation d'un territoire britannique, avec des autorités britanniques, occupation par les forces nazies. Et je pense que ça surprendra un petit peu. J'irai ensuite à Londres pour leur en parler. Mais les choses étant ce qu'elles sont, c'est pas du tout le sujet. Alors maintenant, non, mais c'est pas grave. Pourquoi alors, à vous amorcer. Alors pourquoi ils disent oui, alors pourquoi ils disent c'est très simple. Pourquoi ma grand-mère c'est tout simplement une histoire d'amour. C'est tout. J'utilise le seul terme exact. C'est une histoire d'amour. Je marque que à cette époque lointaine, je veux dire jusqu'à l'occupation. L'occupation, c'est une autre période, mais à cette époque, et pas spécialement pour les Juifs, quand une femme perdait son mari, quand elle était veuve, et il y en avait beaucoup à cause de la guerre, eh bien, il n'était pas question de... on va trouver pour elle une maison de retraite, etc. Non, on la gardait en famille. Et évidemment, plutôt que d'aller chez les fils où il y avait des brus, elle préférait la fille. Et dans ma famille, il y avait 2 garçons et une fille, ma mère. Par conséquent, elle est venue tout naturellement chez sa fille. Et comme mes 2 parents travaillaient, et travaillaient dur, c'était l'époque et le milieu aussi, on travaillait très dur. Donc, qui était présent tout le temps à la maison? Ma grand-mère. Et pour moi, ma grand-mère, elle est demeurée dans ma mémoire affective, comme la fée de la maison. Elle était là, et vous savez, aussi bien que moi, surtout pour les grands-parents ici, vous savez bien que les relations grands-parents, petits-enfants ne sont pas exactement les mêmes que les relations enfants-parents, parce que les questions de discipline, de scolarité, non. Ce qu'on veut, j'en sais quelque chose, c'est faire plaisir. Et par conséquent, là, ma grand-mère, c'était une fontaine d'amour, c'est une source de joie. Et maintenant, âgé, maintenant ayant passé son temps, j'ai eu le besoin de l'écrire. D'autant plus, et ça c'est l'autre aspect des choses, que c'est une destinée... assez étonnante. Oui, étonnante, et en même temps pas extraordinaire. Extraordinaire quand on la regarde en fonction de ce que sont les normes françaises, pas extraordinaire quand on pense à ce qu'étaient les destins des Juifs du Yiddishland. Le livre commence, mais c'est tout à fait la destinée de ma grand-mère dans les profondeurs du Yiddishland, au temps d'Alexandre III. Ça nous ramène très très loin en arrière. Le Yiddishland, vous le voyez, il descend de la Baltique jusqu'à la mer Noire. Et c'est tout le long de la frontière occidentale. C'est là où les Juifs étaient, on peut le dire, très nombreux et parqués. Ils n'en sortaient qu'avec un passeport. C'était vraiment une sorte d'assignation à résidence. Les ghettos, ils fleurissaient, et disons-le, c'est là où le judaïsme ashkénaze trouvait ses sources vivantes, tout le temps. C'est là où est née ma grand-mère, quelque part en Bessarabie, dans la Roumanie que Antoine et moi nous avons revu récemment, où je me suis rendu, mais pour d'autres raisons, et où j'ai été voir ce qu'était le village de jadis. Tout à l'heure, on en reparlera peut-être. C'est un monde mort, mais si vivant dans son temps, et particulièrement à cette époque-là, quand elle était enfant puis jeune femme, un monde très dur. Et disons-le, très simplement, là, dans le Shtetl, elle vivait dans pas la misère, mais juste l'étage au-dessus, tout juste. Alors, justement, pour expliquer un peu, juste quelques petits coups de projecteur. Vous avez oublié de dire que vous étiez son préféré ?
tout à l'heure, en parlant de votre grand-mère, entre votre frère et vous avez oublié de dire que vous étiez un peu son préféré. Ah non. Ah non, 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 elle aimait également. Ah non, 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 je Non ne peux pas laisser dire ça parce que ça ne serait pas exact et pas juste pour mon frère que j'ai tant aimé. Je le dis clairement, elle aimait ses petits-enfants. Et mon frère et moi, on l'aimait tous les deux. Elle n'avait jamais qu'une différence de 3 ans. C'est quand elle l'a élevé aussi, oui, comme moi, comme moi. Alors, et une chose qu'on n'imagine pas, sachant vos connaissances, c'est que votre grand-mère, pour survivre, justement, a été contrebandière Oui, et a été obligée, oui, pour oui. pouvoir ramener un peu d'argent, parce qu'il faut expliquer que son mari était parti à la guerre, qu'elle avait été accueillie par ses beaux-parents et qu'on lui demandait de ramener quand même un peu d'argent à la maison. Oui. D'où la nécessité pour elle, à vous, hommes de droit, d'avoir quelqu'un qui était limite avec la Ça législation. explique probablement mon laxisme célèbre et le fait que j'ai vis-à-vis des délinquants une attitude qu'on considère peut-être comme excessivement humaine. C'est peut-être la faute d'Idis. Mais c'est vrai, c'était rapporté dans la famille, ma mère me l'avait souvent raconté, son mari, qui était, paraît-il, un homme superbe, très bel homme, sergent recruteur du Tsar, passant par là, s'était dit tiens. Et puis on lui avait rappelé les obligations du service militaire. En moins de temps qu'il en faut pour le dire, il était parti. À l'époque, c'était 5 ans de service militaire obligatoire dans l'armée tsariste. Le temps qu'ils arrivent jusqu'au lieu auquel ils étaient voués, ça faisait 6 ans facilement. On était à la période de la guerre russo-japonaise, donc on l'a expédié directement sur les rives du Pacifique. Elle était jeune, 2 enfants, il faut vivre. Elle se débrouillait comme elle pouvait sur le marché, et puis c'est comme ça que finalement, un juif de passage est venu lui expliquer qu'il y avait mieux à faire, puisqu'on était à côté de la Roumanie, et qu'en Roumanie, le tabac était meilleur et puis moins cher, et que par conséquent, en passant par les chemins de la forêt, eh ben, avec 2 paniers hebdomadaires, elle trouverait juste récompense. On ne volait jamais que la douane du tsar, donc c'était de l'argent récupéré. Donc c'est à ça qu'elle s'est livrée, oui, pendant un certain temps. Voilà, j'avoue que je suis un pur descendant de ce qu'on appellerait une délinquante d'habitude. Vous racontez également, vous expliquez qu'il y a un certain nombre de personnes qui justement subissent les pogroms et qui veulent partir, qui veulent émigrer, qui veulent aller certains à Chicago, certains en France. Je voudrais que vous nous racontiez cet échange. Alors vous dites que l'humour juif, en général, c'est l'ultime défense contre le malheur, et qu'un voisin, à qui un monsieur dans le shtetl dit « je vais partir », je vais vous laisser raconter, parce qu'autrement ça va être mal fait si c'est moi. Racontez-nous cette anecdote qui veut dire beaucoup, qui presque pourrait être un sujet de dissertation de philo. Là, sur cette dernière remarque, je vous en laisse la responsabilité, mais je suis sûr qu'il faut bien mesurer, c'est qu'il y avait là un monde très cruel pour les Juifs, très cruel, parce que les autorités du tsar étaient profondément antisémites. La législation, les numerus clausus pour aller au lycée, la législation d'assignation-résidence, tout ça évoque ce qui sera Empire Vichy, pour ne pas parler de l'Allemagne nazie, mais c'était déjà des législations d'exception. Plus, il faut le dire, un sentiment populaire antisémite très violent. Et dès que l'occasion était donnée, mécontentement populaire général, on sait qu'il y a eu la révolution, enfin, début de la révolution en 1904, eh bien, on utilisait les Juifs comme circuit de diversion. C'est toujours la faute des Juifs. Après tout, les protocoles des sages de Sion, qu'on retrouve encore aujourd'hui sur le marché du Caire, d'ailleurs, après un passage par Goebbels, ils sont maintenant là. Eh bien, ils ont été rédigés par le Krahana, la police tsariste. Tout le monde le sait maintenant. C'est un fait historiquement établi. Alors, en Bessarabie, il y avait non seulement l'antisémitisme quotidien, il y avait non seulement les dispositions restrictives de droits des Juifs, mais en plus, il y avait les pogroms. Quand il y avait un mécontentement populaire, on libérait
la fureur en l'orientant vers les Juifs. Il y avait toujours quelques indicateurs. Oui, c'est machin, il faut des Juifs. Pour ne pas parler même de crimes rituels. On sait qu'il y a eu, à cet égard, de grands procès dans l'histoire de l'Empire russe. Mais je dis simplement que dans la Bessarabie, et notamment à Kishinev, ville que je connais bien, eh bien, à Kishinev, il y a eu en début du XXe siècle, en 1900 notamment 3 et 4, des pogroms très violents. Jaurès a écrit là-dessus un texte admirable pour dénoncer l'alliance avec les Russes, ces pogromistes, dans lequel il évoque ce qui était un massacre. Il y a quand même, c'est pas une très très grande ville, il y avait plus de centaines de Juifs tués à Kishinev. Alors c'est le moment où mes deux oncles, les deux fils, ça se passe toujours comme ça pour l'immigration, sont les fils d'abord, puis après les parents viennent, et puis bon, là ça a été les fils d'abord, puis ensuite ça a été mon grand-père, revenu de l'armée du tsar, et puis après ça a fini par ma mère, enfin par ma grand-mère et sa fille, ma mère, qu'on appelait originellement Chifra et qui est devenue en France Charlotte. Alors justement, mon anecdote, qui se passe dans le Shtetl, il y a un voisin qui dit « je vais partir à Chicago ». Ah oui, ça, oui, bien sûr. Oui, ça dit tout, ça dit tout. C'est pas sur une époque où vous devez toujours penser que le sionisme, c'était une utopie pour intellectuels ou rêveurs ou militants engagés, mais ça n'avait pas de réalité pour ces populations. Et l'histoire dit tout. Il y a quelqu'un qui vient voir, Abraham à côté, lui dit « je m'en vais ». « Ah bon, tu pars ?»« Oui. Oui, je pars, je passe ici. »« Ah bon? Et où tu vas ?» Il dit « je vais à Chicago. »« À Chicago, c'est loin ça ?» Et l'autre lui répond « loin d'où ?» Ça dit tout, loin d'où. Voilà. Une précision, vous parlez aussi beaucoup vous parlez de la façon dont la France était perçue à cette époque. Alors je crois que votre grand-mère, elle achète même des articles, il y a une boutique Articles de Paris, parce qu'il y a une espèce de fascination pour la mode parisienne. Qu'est-ce que vous savez de la façon dont on voit la France d'un Shtetl à cette époque? Alors, est-ce que c'est... Alors, il faut quand même préciser que l'affaire Dreyfus, c'était... C'est pas seulement dans le Shtetl, c'est encore plus dans les centres urbains. Et plus généralement, il faut mesurer, c'est complètement aujourd'hui perdu de vue, que dans l'Europe continentale, précédente 1914, et surtout dans les pays d'Europe centrale, et notamment dans l'immense empire russe, parce qu'il était immense, le français était la langue de la culture. Et que ce que l'on apprenait aussi bien au lycée que dans les familles bourgeoises, c'était la langue française. Et simplement une indication, la première édition des Misérables, 1867, a connu autant d'exemplaires vendus à Moscou et à Saint-Pétersbourg qu'à Paris, en français. Première édition, c'est donner l'idée de ce qu'était le rayonnement culturel de la France et du français, et le fait que, au lycée, mon père avait appris à parler le français, qu'il parlait d'ailleurs, comment dirais-je, d'une façon tout à fait remarquable, parce que c'était un français du pur 18e. C'est la seule personne que j'aurais vue au monde qui, quand un plat ne lui plaisait pas, le repoussait avec délicatesse. C'est un homme très délicat. Il repoussait en disant « Fille donc !» Jamais entendu. Mais il avait été élevé comme ça, lui. Il avait réussi à franchir les obstacles. Et comme il était bon élève, il avait franchi le numerus clausus. Et il avait fait ses études, d'abord au lycée de Kishinev, et ensuite à l'université de Moscou. Mais vraiment, le rayonnement de la France, auquel s'ajoutait pour les Juifs cette donnée qui aujourd'hui est mal comprise, mais qui est d'une importance extrême, la Révolution française avait donné aux Juifs
pas sans difficulté. Quand on regarde de près, comme moi, les travaux, je publiais un livre, je vais faire ma promotion, on le trouvera difficilement, sur l'émancipation des Juifs. Et en 80, enfin, dans le moment, au début de la Révolution, c'est l'avant-dernier jour de l'Assemblée nationale, les États généraux, l'Assemblée constituante, avant-dernier jour, qu'on avait déjà donné tous les droits de citoyens, d'abord aux gens du spectacle, qui n'y avaient pas droit, aux protestants, aux bourreaux, il restait que les juifs. Et c'était très difficile à faire passer parce que l'Église, il y avait un certain nombre de membres à l'Assemblée, résistaient. Finalement, c'est passé, moi j'ai toujours eu des soupçons sur le nombre de pièces d'or qu'on avait... Enfin, il n'y a aucun moyen de prouver quoi que ce soit, sauf une interrogation sur l'absence de compte des Juifs de Bordeaux qui étaient venus à Paris pour en finir et faire du lobbying. Bon, mais un mot de la sœur du... dit tout de la sœur du roi, elle écrit à sa cousine, la fille de Marie-Thérèse d'Autriche, elle lui dit, ma cousine, l'Assemblée nationale a mis le comble à ses folies, elle a fait des Juifs des Français. Merveilleux, ça dit tout sur l'Ancien Régime. On me dit, ah oui, mais certains disent, Stéphane, rien du tout. Malesherbes le souhaitait, Louis XVI qui était bonhomme, pourquoi pas, mais ça ne s'était pas ainsi. Bon. Alors ça plus que tout, parce que, pourquoi ? Parce que c'est pas à travers la qualité de citoyen, seulement la nationalité, qu'il n'avait pas avant, n'avait pas. Les Juifs étaient admis, mais étaient juifs. Sujet du roi, mais juifs. Eh bien, c'est parce que, devenant citoyen, comme les autres, on allait avoir des fonctionnaires juifs, ce qui ne se concevait nulle part en Europe continentale, plus, je dirais pire encore, des magistrats juifs qui jugeraient donc des catholiques. Et pour finir, des officiers juifs, ça n'était pas sans douleur. On a eu l'occasion de se le constater à la fin du siècle. Mais c'était ainsi. Il y avait relativement un nombre assez important de juifs dans l'état-major et aussi dans les grades. Et tout ça était prodigieux vu d'un empire tsariste où rien de tout ça n'était concevable. Donc, l'axiome célèbre, heureux comme un juif en France, ça prenait son sens au regard d'une qualité de possibilité qui n'exerçait nulle part ailleurs. Ça ne supprimait pas l'antisémitisme, mais en tant que statut, c'était incomparable. Alors, justement, on va en revenir à Idis et à Chifra, votre maman. Elles partent. Il y a quelque chose qui m'a frappé dans le livre, c'est la structure qui les aide. C'est-à-dire qu'on imagine mal comment on peut partir des fins fonds de la Bessarabie, arriver à Paris, même si on a déjà ses enfants, ses frères, sa famille. On a l'impression qu'il y a une solidarité avec un certain nombre d'institutions juives américaines ou françaises qui essaient de les aider à être exfiltrés. Est-ce que c'est effectivement quelque chose d'important à l'époque pour aider les gens qui fuient les pogroms ? Oui, c'est quelque chose d'important et ça explique cette chaîne qui, depuis le shtetl, s'achevait, pour certains, d'autres continuaient jusqu'à Chicago, mais s'achevait où ? Ici. Alors, quand je dis ici, je veux dire quasiment le quartier. C'est un classique de l'immigration. On va retrouver qui ? Le petit cousin ou l'ami. Pourquoi ? Parce qu'on est proche de lui, il vous sert de guide, et puis parce qu'il y a une question de langue qui joue aussi. Et évidemment, se créent comme ça d'inévitables quartiers, certains diraient des ghettos dans le cas des Juifs, mais là, ce sont des regroupements nécessaires, dictés par la nécessité. Et c'est mieux. Ma grand-mère était illettrée, parlait 3 langues, mais elle n'en lisait aucune. Le russe, c'était pas celui de Tolstoï. Mais enfin, le russe, le yiddish parfaitement. J'entends encore la musique
Et puis, le français à elle. Ça, elle avait forgé une espèce de français, un idiome personnel, qui se faisait comprendre d'ailleurs, parce qu'elle était, je dirais, fondamentalement gentille. Donc on la comprenait. Mais c'était la dame russe. Bon, elle était comme ça, il y en avait beaucoup d'autres. Mais évidemment, on se retrouvait. J'ai d'ailleurs découvert à cette occasion, ce que je ne savais pas, que dans les recherches, que la banlieue est de Paris, sud-est notamment, Fontaine-sous-Bois, Montreuil, Nogent, il y avait là une présence de juifs très importante. Moi, je savais que j'étais allé avec la famille en 1917 à Fontenay-sous-Bois, mais je me disais, bon, pourquoi pas. Je n'avais pas mesuré jusqu'à quel point c'était un lieu de rassemblement dans la banlieue est parisienne de juifs, je l'indique, parce que c'était très clivé à cet égard, de juifs ashkénazes. Voilà. Vous m'avez pas répondu sur la solidarité. Vous expliquez, vous expliquez dans votre livre qu'il y a 3 catégories. Il y a une certaine aristocratie juive qui est installée depuis longtemps, qui ont un niveau financier dans la société qui est extrêmement important. Il y a une catégorie intermédiaire que vous appelez les juifs, et puis il y a la 3e, c'est celle qui arrive, que vous appelez les yid. Ouais. Alors, comment ça se passe ? Est-ce qu'il y a de la... Comment dire, est-ce que cette solidarité est véritable ? Est-ce que les gens qui ont de l'argent en donnent un peu... parce que ça, on a l'impression en lisant votre livre qu'il y a quand même ce phénomène-là est important et qu'on ne laisse pas que l'appartenance au judaïsme... Il y a une solidarité juive qui existe. Est-ce que c'est vrai ? Oui, il y a une solidarité, mais il y a une communauté, je veux dire par là, la communauté juive qui existe spirituellement et religieusement aux grandes fêtes, qu'on retrouve à Kippour, mais à l'intérieur de cette communauté juive, c'était une structure de classe. Pour dire les choses brutalement, c'était complètement une structure de classe. Il y a un poème merveilleux, une chanson d'ailleurs, mais je ne vais pas la chanter, qui est écrit par le barde du Café Jupiter. Le Café Jupiter, c'est dans le Faubourg Montmartre, le Faubourg Poissonnière, là-bas. Et là, il y a un poème merveilleux qui dit ceci, dépeignant la communauté telle qu'elle était, le petit Yit, marchand de flanelle, se marie des tournelles. Le négociant en bijoux faux s'adresse à la rue Buffo. L'Israélite, plus notoire, se marie de la Victoire. Et les Juifs, vraiment comme il faut, ont à Saint-Pierre de Chaillot. On ne peut pas mieux résumer la structure clivée de la communauté juive de l'époque. Et c'est vrai que entre, je sais pas, le baron Edmond de Rothschild, pour prendre que son cas, homme particulièrement généreux, et auquel on doit une partie importante des hôpitaux aujourd'hui, là, parisien, eh bien, entre le baron Edmond, puis Verrières, etc., et le petit débarqué, moi je le dis très directement, très simplement, quand mes 2 oncles sont arrivés à Paris, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils vendaient des chiffons. C'est tout. Le matin, on prenait la charrette, c'était d'ailleurs le cadet qui tirait, l'aîné, lui, il avait fait des études, donc à l'autre de tirer la charrette, et puis on allait dans les quartiers vers le 17e, et alors on criait achète vêtements. Et, à ce moment-là, le concierge sortait, il y avait des accords passés avec les domestiques des bourgeois riches de l'époque, des vêtements à peine usagés, on les achetait bon compte, et puis on allait à l'atelier dans lequel ils vivaient. On leur donnait un air de jeunesse et on repartait vers d'autres quartiers plus populaires pour écrire « Beaux vêtements à vendre, beaux vêtements à vendre ». C'était comme ça. Mes oncles étaient chiffonniers, pareil. S'y ajoutait, pour mon oncle cadet, qui n'a pas eu chance dans la vie, s'y ajoutait le commerce des madeleines, oui, des madeleines
boîte Vincennes le dimanche. Il passait la fin de journée le samedi chez le boulanger juif. C'était des vieilles brioches qui recyclaient, non? Oui, voilà. Et alors, il vendait les tout dire brioches scandale. le lendemain matin. C'est comme ça qu'on vivait. Mais on mettait 4 sous de côté, et ces 4 sous permettaient de faire venir qui? La mère, les parents. Ainsi se font les courants d'immigrés. Voilà, c'est bien. Alors, très bien. à propos de votre mère, cette fois-ci, vous avez dit tout à l'heure, on est passé un peu rapidement, qu'elle s'appelait Chifra et qu'elle est devenue Charlotte. Vous insistez à un moment où certains ont fait des polémiques sur les noms qu'on doit donner et ce qu'ils signifient. Vous deux, votre frère et vous, vous êtes appelés Robert et Claude. Elle a été Charlotte tout de suite en disant que l'obsession, c'est de devenir un bon petit Français, c'est-à-dire de se... Finalement, c'est une définition de l'assimilation. Comment est-ce que vous voyez cette vision de l'assimilation dans une période où aujourd'hui on peut avoir une vision assez différente, plus proche de l'intégration, au moins qui refuse un certain nombre de règles? Oui, non, mais la volonté d'assimilation, vous voyez, je ne parle même pas d'intégration, c'est le degré supérieur, c'est l'assimilation. Mon père, typiquement l'intellectuel juif, mon père disait les choses sont simples, nous sommes en France, nous sommes français, par naturalisation, mais nous sommes français, et par conséquent, nous devons à la maison et partout parler français. Le russe n'était utilisé par lui et ma mère que pour des conversations entre eux que les enfants ne devaient pas comprendre. Mais qui comprenaient quand même. Les garçons, je regrette beaucoup parce que j'aurais appris le russe d'une façon plus aisée, mais c'était comme ça. Et français, il était, et patriote français, et bien entendu, il était, chacun le comprendra, internationaliste, pacifiste, socialiste, tendance Jaurès, et son maître à penser était Léon Blum. C'était ainsi, et c'est comme ça que j'ai grandi. Mais il était profondément patriote. Pour lui, les choses étaient simples. La France était sa patrie. L'armée française était invincible. Il avait fait, lui, la guerre de 14. Dans l'armée russe, il avait été blessé douloureusement pendant la dernière offensive de l'armée tsariste. L'armée française était invincible. La République, il ne jurait que par elle. Et il aimait la France. Est-ce qu'elle l'aimait est une autre question. Mais en tout cas, de son part à lui, c'était un amour indiscutable, constant. C'est dire ce qu'il a éprouvé par la suite. Chez vous, à aucun moment, on a l'impression que le fait d'abandonner le yiddish ou de le réserver aux discussions familiales, le fait de vous donner des prénoms totalement français, vous dites, il n'y a même pas deuxième prénom, vous dites, il n'y a même pas deuxième prénom biblique, vous auriez pu vous appeler Robert Isaac ou quelque chose de... Oui, c'était très banal. Non, mais... Claude et Robert, franchement... Mais c'est parce que ça se fait sans qu'il y ait... volontaire. Volontairement, mais sans qu'il y ait la moindre idée de se dire on perd quelque chose de nos racines ou on perd quelque chose de nos origines. C'était juste... Non, il appartenait à cette... catégorie très nombreuse d'ailleurs, très nombreuse chez les Ashkénazes de cette époque où, oui, c'était fait pour lui. Il était français, ses enfants étaient français, il était, lui, un citoyen de la République française. J'insiste beaucoup là-dessus, parce que pour lui, qui avait été élevé, alors là, dans une autre type de misère, celle des étudiants pauvres, de l'université de Moscou, eh bien, la République française, c'était une forme d'idéal. Et il racontait cela très très bien, ce qu'était le comportement des Russes, et notamment de l'establishment tsariste vis-à-vis des Juifs, était pour toute âme fière insupportable. Non seulement à Moscou, quand les officiers passaient, les civils hommes devaient descendre de la chaussée pour laisser la place, marchaient tout droit, vous descendiez de la chaussée, pas question, c'est comme ça. Mais le détail, j'ai eu le plaisir ou la revanche, étant fait docteur honoris causa de l'université de Kishinev,
de dire, bien entendu, les autorités sympathiques roumaines de l'époque, nous savons que... J'ai dit, oui, mais je tiens à vous dire que dans le lycée qui était en face, et que j'avais visité, qui ressemble d'ailleurs étrangement au lycée Carnot, eh bien, dans ce lycée, à la fin, numerus clausus, 5%, c'était donc de bons élèves, très bons élèves, qui réussissaient à passer le filtre. Eh bien, à la fin de l'année scolaire, mon père nous racontait toujours à mon frère et moi, le principal du collège, du lycée, il le faisait venir, et lui disait Samuel Abramovitch, tu as été premier en français, premier en russe, premier ci, premier ça. Tu dois avoir la médaille d'or, mais comme tu es juif, tu l'auras pas. Tu peux disposer. Vous fabriquez immédiatement un révolutionnaire. À 16 ans, vous dites non, mais vous ne l'aurez pas parce que vous êtes juif, tu l'auras pas parce que tu... Alors, immédiatement, alors là, il n'y a plus que l'action directe. Bon, c'est comme ça. Et ça, il le ressentait encore des décennies plus tard. C'était ça le monde tsariste tel qu'il l'avait connu lui aussi. Il était né à 50 verstes, de ma mère, mais ils ne se sont connus qu'à Paris, dans un lieu qui pour moi est mythique, qui est le bal des Bessarabiens de Paris. J'ai toujours rêvé sur le bal des Bessarabiens de Paris. Et puis un barman qui venait de Chicago, lui aussi. Enfin... Ça devait être étonnant, le bal. Enfin, ils avaient l'air tous très contents, jugés par les photos de famille, d'aller au bal des Bessarabiens de Paris. Et il n'existe plus, hélas. Je me suis renseigné auprès de l'association des Bessarabiens. Il n'y a plus de bal de Bessarabiens. Et j'ajoute qu'il y a des photos dans votre livre où on voit un certain nombre de tenues d'époque. On voit même votre grand-mère qui avait une forme de coquetterie. Assez... Oui. Non ? Oui, moi je trouve des photos c'était aussi une génération qui ne se laissait pas aller, on pourrait dire. Oui, je dis que c'est pas indifférent au regard de l'attitude actuelle de communautés immigrées, mais pas venues évidemment pour cause de l'Empire russe. Le premier soin, c'était d'abandonner le look du pays d'où on venait pour se vêtir à la parisienne. Et mon grand-père, paraît-il, c'est ma mère qui me racontait ça, il était très content, lui, élégant, il était très content que sa femme, immédiatement, se change en parisienne. Je rappelle quand même que dans la tradition des shtetl, les femmes mariées se faisaient raser les cheveux et les remplacer par une perruque dès le lendemain de leur mariage. On reconnaîtrait que pour un jeune marié, une jeune mariée, c'est peut-être pas... Bon, enfin, alors évidemment, dès qu'on arrivait à Paris, la perruque par la fenêtre, et on se laissait évidemment pousser une belle chevelure opulente, noire, qu'on imagine, brune plus volontiers, mais blonde aussi. Mais voilà, et on allait à la belle jardinière ou bien chez le cousin, lui, Paul, qui faisait dans le schmottes, et alors il vous trouvait tout de suite ce qui faisait d'elle une Parisienne dès le départ. C'était ça la volonté d'assimilation, pas seulement d'intégration, d'assimilation, qui n'existe plus aujourd'hui apparemment. Et cette volonté a disparu. On préfère s'habiller autrement. Enfin, s'habiller. Continuons. Alors, et je vous conseille les chapeaux de Didis ou de Charlotte, qui étaient certains des chapeaux cloches que l'on voit dans votre livre et qui étaient tout à fait gracieux. Vous dites également qu'il y a un rôle important dans l'école. Il y a notamment un certain nombre d'instituteurs que votre mère a pu croiser qui considéraient que gratuitement, après les cours, il fallait aider les enfants. Et vous dites dans la... Alors là, j'essaie de lire sans lunettes. Vous dites dans la tradition juive, la vraie noblesse est celle du savoir. Est-ce que ça veut dire quelque chose de particulier, notamment sur la volonté à tout prix? Alors, il y a un continuum avec ce qu'on a dit, c'est-à-dire d'acquérir la culture du pays et que l'ascension se passe par l'acquisition de la culture et de la volonté à tout prix d'être premier ou de réussir d'apprendre. Est-ce que c'est d'abord lié à la culture juive? C'est ça ma première question. Et deuxièmement, comment ça s'est passé dans le cas de votre... Ce que je peux dire, c'est qu'en effet, c'était, je crois pour une part, c'est demeuré toujours, parce que ça vient alors là
des profondeurs de l'histoire des Juifs, c'est le savoir, la connaissance, qui prime tout le reste. C'est bien d'avoir une famille dans laquelle certains sont plus qu'à l'aise ou à l'aise, mais surtout être professeur à Normale Supérieure, aller au Collège de France, être un grand professeur de médecine, ça dépasse tout. C'est le rêve. Et mon père rêvait pour mon frère aîné, qui était doué pour les études, d'une carrière. C'était Normal Sup. Pour lui, Normal Sup, c'était Jérusalem. Jérusalem de l'esprit, mais c'était Jérusalem. Et c'était Normal Sup. Puis ensuite, la Sorbonne. Il n'osait pas dire le Collège de France, mais on peut le penser maintenant. C'était ça, la voie. Et alors, pour ma mère, c'était beaucoup plus simple, beaucoup plus direct. Elle partait d'un principe catégorique. Nous étions ses fils. Donc, nécessairement, nous devions être premiers de la classe. Sinon, qu'est-ce que ça voulait dire? Donc, c'était mauvaise volonté de notre part si nous n'étions pas les premiers de la classe. Le reste suivait. Ah non, 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 c'est ainsi, mais l'amour du savoir, qui vient alors de très très loin dans l'histoire, l'amour du livre, l'amour de la connaissance, c'est supérieur à n'importe quelle fortune. C'est ça d'abord. Alors, très bien, c'était vrai. Bon, les choses ont tourné autrement. Justement, vous dites que, parce qu'il dit c'est un fil directeur, mais là on a parlé de beaucoup d'autres personnes. Vous dites que la revanche d'Idis, elle dont vous aviez parlé en disant illettré, mais qui n'était sûrement pas d'un esprit revanchard, mais qui devait avoir plus un rêve qu'une revanche, c'était la réussite de Chifra et de ses petits-enfants. C'est-à-dire qu'eux s'en sortent mieux qu'elle avait pu. C'est le rêve, je pense, de toutes les grand-mères, de tous les immigrés. De tous les immigrés. Et particulièrement. Mais votre mère, elle, a dû arrêter. Elle n'a pas pu faire autant d'études qu'elle aurait voulu, alors que c'était culturellement pas pour les filles. Première génération d'immigrés, on était encore pétris des préjugés. La fille attendait à la maison qu'on lui trouve un beau mari et qui serait gentil avec elle. Juif, ça va de soi, mais c'était comme ça. Non, je tiens à le dire, vous l'avez rappelé tout à l'heure, que ma mère, après tant de décennies et d'épreuves, elle se souvenait toujours avec émotion de l'instituteur. C'était la rue des Hospitalières Saint-Gervais. Chacun voit l'école de la rue des Hospitalières Saint-Gervais, elle est là en classe, et l'instituteur qui s'appelait Martin, dont elle rappelait le nom et qui s'est gravé en moi, c'était lui, un de ces hussards de la République, qui croyait qu'il était missionné. Et qu'au-delà de l'enseignement qui était normal, l'enseignement primaire tel qu'il était pratiqué dans une école républicaine laïque, eh bien, le soir, il gardait, sans aucun complément de rémunération, il gardait des enfants d'immigrés et il leur donnait des cours supplémentaires pour qu'ils puissent plus vite maîtriser le français, découvrir les beautés de la littérature française et devenir l'assimilation eux-mêmes des petits Français. C'était ça la vision que ces instituteurs portaient de leur mission, transformer dans ces quartiers-là les jeunes immigrés, les enfants immigrés, les transformer en Français comme les autres le plus vite possible. Et ma mère en parlait toujours avec beaucoup d'émotion. D'ailleurs, vous retrouvez ça chez Camus. Monsieur Germain. Ah oui, à propos de son instituteur à Alger, c'est la même chose. La même chose, la même foi dans l'enseignement de la République, donné dans les écoles de la République, la même foi et la même volonté qu'on hisse les enfants à travers, au-delà des barrages sociaux premiers, qu'on les hisse jusqu'à la connaissance et le savoir. On sait que pour Camus, ça a été le prix Nobel. Mais il en parle si bien de l'instituteur. Et moi, je retrouve avec le génie littéraire en plus les propos de ma mère sur ce qui se passait dans le Paris des années 10. Oui, des années 8-10. Ça. 1900, bien entendu. Je voudrais 2 points. Je ne sais pas comment on s'organise parce que je vois le temps passer, mais
Une première chose, le rapport à la foi d'Idiss, parce que vous faites un certain nombre de fêtes. Vous qui n'avez pas fait votre bar mitzvah, vous l'avouez dans le livre, Oui. pour des raisons qu'on peut imaginer. Vu Pour la période. des raisons, c'est très simple. J'avais 13 ans en 1941. Ce n'était pas exactement le moment d'aller à la synagogue. Mais quel est le rapport de Yiddish à la religion? Parce qu'il y a une phrase que vous citez, vous parlez d'elle en disant qu'elle priait en priant pour sa famille, en espérant, et vous dites à un moment donné, à la fin d'un chapitre, le silence de l'Éternel était accablant par rapport à ce qui est arrivé à votre famille. Comment elle vivait ce genre de choses? Oui, ça c'est une réflexion, celle-là personnelle. Elle appartenait à un monde et à une culture où on était croyant. Elle n'était pas excessivement pieuse, mais elle était certainement croyante. Et elle disait les prières du Shabbat, le vendredi soir. Chacun a vu ça peut-être dans son enfance, mais elle allait. C'était pas un monde, comment dirais-je, pas du tout un monde très religieux. C'est pas Merachemim, c'est pas ça. C'était la foi qu'on avait reçue de ses parents et qu'on pratiquait. Mais c'était pas une foi dévorante. Alors, ensuite, non, ça c'est... Votre réflexion personnelle. Ça, c'est une réflexion tout à fait personnelle. Quand on pense à ce qui est arrivé après, c'est-à-dire la Shoah, et que vous lisez témoignages de ceux qui ont vu monter dans les trains de déportation des petites filles de 6 ans tenant par la main des petits garçons de 4 ans, et vous dites, le regard de Dieu s'était détourné de la terre à ce moment-là. C'est quand même le massacre des innocents. Donc, elle, qu'est-ce qu'elle pensait? Ça, c'est plus moi là qui m'interroge à propos de ce qu'elle pensait quand elle est morte en 42, occupation, en avril 42. Bon. Et juste une autre... Alors, je vais passer mon temps à dire que c'est la dernière question et je vais en rajouter sans arrêt, mais il y a un raccourci qui est qui est à la fois amusant et tragique. D'abord amusant parce qu'on ne vous imagine pas au club Mickey du Pouliguen. Enfin, c'est pas la première chose, vous avez une dizaine d'années, mais la première chose qu'on imagine en vous voyant, c'est pas ça. Et vous expliquez, vous dites que votre enfance a pris fin le 10 mai 40, on peut aisément comprendre pourquoi. Je voulais savoir si vous essayez de vous souvenir ce que vous avez pensé, vous et votre frère, quand vous parliez, ce que vous avez ressenti en voyant votre père revenir, puis repartir, puis revenir, en voyant votre grand-mère et votre mère. Qu'est-ce que vous dites à ce moment-là, quand vous avez 12 ans? Est-ce que vous avez peur? Est-ce que votre monde s'écroule? Quelle est la façon dont vous ressentez les choses? Vous savez, quand les armées allemandes ont déferlé comme ça sur la France, moi j'avais 12 ans. J'étais au petit lycée Clémenceau à Nantes, un garçon parmi les autres, vous savez, pas différent du tout, exactement comme les autres. Avant la guerre, dans les hurlements, dans l'unique poste de radio de la famille, ceux qui ont, mon âge plus, se souviennent peut-être qu'il y avait des grandes postes de radio et que tout le monde se rassemblait pour écouter la radio, une seule chaîne évidemment, enfin plusieurs, mais une seule poste. Eh bien, on l'entendait. Mon père le prenait, il comprenait l'allemand d'ailleurs. Tous ceux qui parlaient yiddish comprenaient l'allemand. Et quand vous entendiez les hurlements de Hitler, des hurlements de haine, et dont obsessionnellement, il revenait toujours dans son discours, les juifs, les juifs, les juifs, et leur annonçait tout ce que l'on a mesuré ensuite, qui paraissait à ce moment-là invraisemblable. Mais là, pour les enfants juifs, dans une famille juive, il y avait des moments glaciaires. Personne ne disait un mot, mais
Il suffisait d'entendre le ton. S'il entend encore les discours d'Adolf Hitler, c'est fou, enfin c'est fou, c'est un délire de haine, mais bon. Alors, Edith ne pouvait pas ne pas percevoir aussi ça. Vous l'avez vu pleurer? Elle pleurait, Ouais. vous en parliez ensemble Ouais. ou Mais, personne ne parlait? Oh non. Vous en parlez, votre mère en parlait avec, J'en parlais avec votre mon père? père. La règle était que les enfants ne devaient pas être élevés dans la peur. Donc, Ni dans le sentimentalisme. On parlait. Ni dans le sentimentalisme, parce que vous expliquez plusieurs fois que votre mère vous incite à une certaine forme de... Oui, mais ma mère était une femme de grand caractère. De grand caractère, j'ai cru comprendre. Qu'elle a eu l'occasion d'éprouver dans le cours des années. Un grand caractère. Et encore une fois, la règle, mon père était un homme réservé, était de ne va pas étaler nos inquiétudes ou nos angoisses devant les enfants. Ça ne concerne pas, il n'y a pas de raison. Donc, jusqu'au moment où, et puis ce mythe, l'Imaginot est infranchissable et l'armée française invincible. On ne mesure pas ce qu'était le culte de l'armée dans mon enfance. Je le raconte au moment de la distribution des prix devant le monument aux morts, dans le lycée parisien. On faisait l'appel des lycéens morts pour la France. Et chacun disait à son tour le nom de ceux qui étaient tombés dans les générations précédentes pendant la guerre 14-18, et on répondait tous en chœur « mort pour la France ». On était élevés dans le culte de la patrie, et il faut le dire, ce qui a changé radicalement, c'est que les garçons, eh bien, quand on les regardait, les garçons, dans les familles françaises, pas spécialement dans les familles juives, mais vous regardiez vos fils qui avaient 16 ans, 15 ans, 17 ans, et à quoi pensiez-vous? Vous entendiez les hurlements d'Adolf Hitler, et vous disiez, il va partir à la guerre. Rappelez-vous ce qu'a été 14-18. Pour la génération qui est partie. Et plus, chacun le sait, 1 300 000 morts, je crois. Donc, vous regardiez les garçons, attention, pas les filles. Les filles, elles, ne mourraient pas à la guerre. Elles en souffraient. On tuait leur père, leur frère, leur mari. Mais elles n'allaient pas à la guerre. C'était les garçons qui étaient voués à sacrifier leur vie. Alors, c'était le poème de Hugo, tout ce que vous voulez, le grand patriote, l'amour patriotique. Mais quand vous voyez votre fils, j'ai souvent pensé à ça en regardant les miens, je n'aurais pas pu ne pas me dire, il va y avoir la guerre, et ils vont partir à la guerre, parce qu'ils reviendront. Donc, les mères et les pères, mais je dirais surtout les mères, elles regardaient leur fils en se disant, on va me le prendre et on va me le tuer. Ça a complètement disparu. C'était ça qui était à l'origine des structures mentales qui faisaient que les mères avaient plus de complaisance pour les fils parce qu'elles pensaient toujours à ce fils qui, jeune, pouvait aller mourir à la guerre. Donc comment est-ce que ça n'aurait pas serré le cœur des parents? Et ce sont des générations entières, ça a complètement disparu aujourd'hui. Complètement. On ne mesure pas ce que c'est que l'angoisse de se dire « mes garçons vont mourir à la guerre à 20 ans ». Ça, heureusement. Mais c'est un des changements radicaux qui explique d'ailleurs le changement des rapports entre les sexes. Parce que vous ne regardez pas de la même façon ceux qui vont mourir et celles qui ne mourront pas. Vous les aimez tout autant, mais vous ne les regardez pas de la même façon. Et spécialement pour les mères. Spécialement. Et quand Elisabeth m'a dit un jour, grande spécialiste par devant l'Éternel, pour toi, un homme, comment tu le définis? Et je lui dis, mais Mimi, c'est très simple, tu regardes sa mère et tu as la réponse. Un homme, c'est d'abord sa mère, mais la mère, aujourd'hui, elle n'a plus cette angoisse fondamentale. Voilà, une parenthèse peut-être inutile, mais enfin qui était pas sans importance, c'était comme ça pour nous aussi, mais je sais que mon père regardait mon frère différemment de moi, parce qu'il avait 3 ans de plus, et que il se disait, la guerre durera 4 ans, 5 ans, comme la précédente, évidemment. Et par conséquent,
pouvait pas ne pas penser à ça, mais il n'était pas le seul. Tous les pères et toutes les mères de France pensaient la même chose. Ce qui est aujourd'hui, heureusement, encore une fois, un sentiment complètement disparu dans les rapports entre les êtres humains, les hommes comme les femmes. Complètement disparu. Alors, j'en reviens à ça. Voilà. L'arrivée des Allemands a été la catastrophe, la débâcle, la catastrophe absolue. Et très vite. Très vite. Et quant à Vichy, moi, je n'ai pas de mots assez durs pour l'infamie du gouvernement de Vichy. Pas de mots assez durs. Je le répète toujours, il faut mesurer que pendant l'été 40, Vichy naît en juillet 40, fin juin 40, le régime. Le pays était dans un état absolu, mais absolu de désastre, indépendamment d'un grand peuple qui avait toujours vécu dans l'idée de la gloire militaire et de la vincibilité de son armée. Bon. Les routes détruites, les chemins de fer ne marchaient plus. 1 million de réfugiés, 1 700 000, 800 000 prisonniers, c'est-à-dire tant d'hommes dans la force de l'âge, et en Allemagne. Partout, l'impossibilité d'avoir des récoltes, l'hiver qui s'annonçait, et les Allemands avec leurs réquisitions. C'est ça la réalité de l'été 40. Eh ben, qu'est-ce qui fabriquait à Vichy le gouvernement du maréchal Pétain? Baudouin, le ministre des Affaires étrangères, raconte dans ses mémoires que débarquant pour aller voir le maréchal, au mois de juillet 40, il arrive à Vichy, tête du parc, et il attend dans le salon où il y avait le directeur du cabinet, M. Alibert, qui s'est illustré ensuite comme garde des Sceaux, et qui était un antisémite terrible, terrible. Action française, professeur à Sciences Po, conseiller d'État, un antisémite farouche. Et Alibert lui dit, lui, Baudouin, qui mesure très bien l'état de désastre du pays, lui dit ceci: « Ah, vous savez, mon cher ami, je leur prépare un statut au Picrate. » Leur, c'était nous. Donc le directeur du cabinet du vieillard qui avait le pouvoir, c'était à ça qu'il consacrait en priorité ses efforts. Et les premiers textes, les étrangers. Le premier texte est un texte contre les étrangers. Le deuxième, c'est contre les juifs. À travers le premier, d'ailleurs, on retrouvait déjà le second. Mais c'était obsessionnel. La législation antisémite, elle naît pendant l'été 40. Vraiment, c'était ça l'essentiel pour les Français, pour la France, dans un état qu'elle n'avait jamais connu, de s'occuper de ça. Bon, c'est comme ça. Voilà, le recensement, chacun le sait, est de septembre 40. Et justement, vous parlez de votre père en disant qu'il est désarmé, en constatant qu'il y a finalement une législation antisémite qui est pire que tout ce qu'il a pu vivre dans la Russie tsariste. C'est quelque chose, vous n'en avez pas parlé avec lui, son désarroi, c'est de l'incrédulité, quelle est la nature de ce qu'il ressent en finalement s'étant installé dans le pays? Oui, là, à côté de notre ami, réservé. Eh ben, c'était la nature de mon père. Il était par définition un homme réservé. Et donc, il ne faisait pas état devant ses enfants, mais ça le rongeait à l'évidence. L'évidence, vous savez pas, heureusement, quand on a créé une entreprise, difficilement, partant de zéro, c'était son cas quand il est arrivé en France, il partait de zéro, qu'on a créé une entreprise, qu'elle marche bien, comme on dit, et que c'est une forme de fierté, il l'avait réalisée, il l'avait construite, et qu'on vous dit, vous allez apporter les clés, et vous allez les donner à un administrateur gérant nommé par le commissariat aux questions juives, et puis ne venez pas, c'est pas la peine. Pour ceux qui étaient polis, on vous donnera à la fin de mois une petite
subvention, juste de quoi vivre. Et vous êtes à la porte de votre maison. Pour un homme fier, on mesure ce que ça signifie. Et ça, je l'ai vu. J'ai vu s'altérer gravement son humeur. Et du même coup, ma mère, ça n'était rien à côté de ce qui a suivi, qui a commencé en avril 1941, qu'on a commencé à comprendre véritablement vers quoi nous allions. Là, ça n'était pas encore le cas, mais c'est une grande misère. D'abord morale, puis ensuite tout court. Ah oui, bon, laissons ça de côté, mais il n'était pas homme à en parler avec ses enfants, il en parlait avec sa femme, pas avec ses enfants. Il fallait les protéger. Bon, alors, au moins en parole, on évitait. Juste le nécessaire. Mais il y a des choses étonnantes. Vous savez, moi, j'ai trouvé par hasard des choses étonnantes que je ne suis pas arrivé à résoudre. Le hasard a fait que je rencontre un copain d'enfance qui était au lycée avec mon frère et moi. Et donc, pendant l'année 40-41, j'étais à Paris. La première année de l'occupation, j'étais à Paris. Je suis parti la rentrée suivante. Eh bien, j'ai trouvé, par hasard, au fond, moi familial, j'ai trouvé un palmarès avec le nom de mon frère dessus, en 41. Et je suis resté pensif en me disant, mais ça alors, il y avait déjà les lois de Vichy, et il y avait des prix qu'on donnait à des élèves juifs. J'ai jamais pu éclairer parce que j'ai appelé le proviseur et qui m'a dit « Ah, vous savez, les archives ont disparu, c'est très compliqué. » Enfin, bref, foutez-moi la paix, ça m'ennuie. Je ne vais pas mettre quelqu'un pour aller rechercher la question des palmarès des années 40-44. C'est quand même très loin. Mais je regardais ça en me disant « Mais... » Et puis je me suis souvenu d'un entretien que j'avais eu quelques années avant, une dizaine d'années avant, avec l'homme de mon âge. L'entretien, nous étions tous les deux âgés. Lui était polytechnicien, mathématicien, polytechnicien après, pendant la guerre. Et il était à Maison Lafitte. Il appartenait à la catégorie des Israélites, pas des Hites, des Israélites. Et son père était un grand résistant. On arrête le père, on arrête le fils. Ils partent tous les deux en camp de concentration, pas d'extermination. Hein. Pas à Auschwitz, on l'envoie lui à Buchenwald parce qu'il était résistant et le fils part avec, il ramasse aussi. Et il m'a raconté, à ma stupéfaction, que lui était à Paris au moment où on a imposé l'étoile jaune. Et il habitait Maison Lafitte, il était élève à Condorcet. Vous voyez où est Condorcet, à côté de la gare. Alors, tous les jours, il prenait le train avec 3 copains, dont 2 juifs, pour aller au lycée. Arrive le jour où on doit porter l'étoile, ils décident d'y aller tous les 3 dans le train, silence dans le train, les gens regardent, personne ne dit rien. Et il arrive au lycée, le professeur de maths principal les attendait. Alors, vous restez là. Il a attendu que tous les élèves soient rentrés, que chacun soit à sa place en classe, et il est entré avec les 3 élèves, avec l'étoile, et il leur a dit, messieurs, vous voyez que vos amis et condisciples portent aujourd'hui un insigne sur lequel je ne m'appesantirai pas. Mais je tiens à vous rappeler que, on est ici en 42, que nous sommes ici dans un lycée républicain, gouverné par le principe de laïcité, que ce principe nous interdit absolument de faire la moindre allusion, remarque ou forme d'état que ce soit à la religion d'un élève. Et je ne le supporterai pas. Donc que les choses soient claires, ça n'existe pas pour vous, parce que c'est une marque qui n'a pas sa place dans un lycée de la République. Fini. Et il me dit, jamais plus, nous n'avons eu de problème. Alors, ça m'a beaucoup préoccupé, et je me suis dit, mais j'ai commencé à interroger les personnes de mon âge, qui étaient au lycée, de garçons ou de filles, à cette époque.
Et je leur ai dit, tu te souviens comment ça s'était... Oui, oui, il y avait en effet des antisémites, des réflexions antisémites, parfois chez les garçons des bagarres, mais la quasi-totalité d'entre eux m'a dit que c'était pas fondamentalement différent comme atmosphère dans le lycée de l'avant-guerre. Pas fondamentalement. Alors, je me suis dit, ça c'est quand même extraordinaire. Et j'ai passé, grâce à M. Fredge, une annonce dans le journal du Mémorial disant je cherche partout témoignages concernant les écoles, la vie des écoles et les lycées pendant la période de l'occupation, s'adresser à Robert Badinter, etc. Jamais rien eu. Jamais, jamais. Le seul qui m'en ait parlé, c'est Valéry Giscard d'Estaing, qui était condisciple de mon frère, qui me dit, monsieur Badinter, c'est étonnant, mais moi, je me souviens très bien, j'étais au lycée avec votre frère, un garçon charmant, il n'y avait pas du tout d'antisémitisme. Je dis, écoutez, monsieur le président de la République, avec le nom que vous portez, il est difficile pour vous de constater à 16 ans s'il y a de l'antisémitisme ou pas dans le lycée. Mais c'est simplement pour dire ceci, les choses sont plus complexes qu'on ne le croit. Plus complexes. Juste pour terminer, sur quelque chose... On est loin d'idées, ça. Non, mais justement... C'est arrivé jusqu'à Giscard. Justement, je signale. Très juste loin pour... en hommage, je voudrais que vous me racontiez, parce que vous aviez des séances de cinéma... vous aviez des chocolats, vous mangiez, vous aimez bien les sucreries, j'ai cru comprendre, ça continue d'ailleurs, ça vient de loin. Et vous aviez des séances de cinéma avec elle. Comment ça se passait? Qu'est-ce qu'elle aimait? Qu'est-ce que vous aimiez? J'ai cru comprendre qu'elle avait une certaine affection pour les westerns. Et comment ça se passait? C'était quelle fréquence? Comment ça se passait, elle, au cinéma avec elle? Elle aimait le cinéma, ça se conçoit aisément, parce qu'elle ne lisait pas. Donc le cinéma était pour elle une grande source d'enrichissement. Elle adorait le cinéma. Et moi, j'étais comme tous les garçons de cet âge-là. J'aimais beaucoup le cinéma. Donc nous allions ensemble aux séances du jeudi après-midi, qui commençaient d'ailleurs à 2h et finissaient à 7h. On avait droit à 2 films, plus des actualités, plus un dessin animé, plus entre-temps les confiseries d'usage. Peut-être comme ça. Mais non, elle aimait le cinéma. N'était pas différente, vous savez... ou des autres juifs de catégorie, de classe sociale différente, supérieure. Vous savez, les rapports qui existent entre les grands-parents et les petits-enfants, reprenez Proust et sa grand-mère. Seulement la différence, c'est que Madame Veil, c'était pas Idès, c'est qu'elle appartenait à la grande bourgeoisie juive française et qu'elle était d'une culture exceptionnel. J'ajoute que, hélas pour moi, entre Proust et moi, le même abîme qu'entre Madame Veil et Idès. Ça peut avoir des avantages aussi, excusez-moi. Voilà. Elle était tendre, juste un dernier mot, parce que j'ai l'impression que qu'elle était très très caressante, ce qui n'est pas forcément évident quand on regarde les rapports entre les parents, grands-parents, il y a un certain temps. Puisqu'aujourd'hui, tout le monde est obsédé par l'idée de dire aux gens qu'on les aime, les embrasser. Mais ce n'était pas forcément quelque chose qui culturellement s'imposait. Il y a un certain nombre d'années, elle était tendre avec vous? Oui, mais... non, attendez, je ne cherche pas à persuader. Mais comme je l'ai dit au début, et ce sera la conclusion, Idès, c'était une fontaine d'amour. C'est certainement pour ça que j'ai écrit ce livre, qui est quand même... même si le sujet en est parfois grave, pas tout à fait dans la ligne de mes travaux ordinaires. Exactement. Voilà. Merci. Alors, deux questions. Bah oui, on a débordé, qu'est-ce que vous voulez. Est-ce que, alors, puisque monsieur Badinter, maître Badinter, dit deux questions, je vais être obligée de faire le censeur. Donc... Vous parlez beaucoup de la guerre, mais vous n'avez
à aucun moment dit si vous aviez été soumis à de l'antisémitisme ou au lycée, ou dans vos relations quotidiennes à cette époque, en tant qu'enfant, enfin qu'adolescent. Vous voulez dire avant la guerre ou pendant l'occupation? Pardon, vous voulez dire... Oui, oui, je disais avant la guerre ou pendant la guerre? Juste avant la guerre et pendant la guerre. Radicalement différentes. Avant la guerre, je répondrai très simplement, il y avait des antisémites. Je ne dirais pas que c'était l'antisémitisme qui régnait. Quand j'allais au lycée, on avait sur les murs, au moment du Front populaire, à bas Blum, à bas les Juifs. Mais ce n'était pas le climat d'antisémitisme que certains évoquent parfois. C'est une reconstitution. Il y avait des antisémites. C'est pas la même chose. Pendant la guerre, alors là, c'est différent. C'est beaucoup plus compliqué qu'aujourd'hui on ne le reconstruit. Beaucoup plus compliqué. Moi, je le dis toujours, avec reconnaissance, je dois, ma famille, ce qu'il en est resté, ma mère, mon frère et moi, nous devons la vie à un village de Savoie. Parce que, par l'arrestation de mon père, nous sommes dispersés, puis nous sommes arrivés par des voies séparées jusqu'à ce village. Il faut être sérieux. On est fin 43, début 44. Une femme, 2 enfants, jamais de lettres, pas de mari, jamais mention du mari. Une dame bretonne qui était venue avec nous et qui, elle, pouvait prendre à bail la maison, avait dit, pas parler du mari, Madame Terre, c'est un grand chagrin. On s'est dit, peut-être, il partit avec une jeunesse. Enfin, mais personne n'en parlait jamais. Or, nous sommes fin 43, début 44, jusqu'à l'été 44. Faut pas rêver. Les gens savaient très bien que ceux qui étaient venus là et qui recevaient jamais de courrier, jamais de visite, c'était des juifs qui se cachaient. Eh bien, il aurait suffi d'un mot. Touvier régnait sur la milice à Chambéry, et tous les matins avec un copain, que je vois encore, qui vit encore, nous descendions à vélo pour aller au lycée. Un mot aurait suffi et on aurait été ramassé par la milice ou la Gestapo. Ça n'a jamais été dit. Je suis retourné après, longtemps après, mais c'est une autre histoire. Simplement pour témoigner que c'est plus complexe. Deuxième verse, mon oncle Naftoul, après l'enterrement de ma mère, de ma grand-mère, de Iris, Naftoul était venu à la maison. Il passe 15 jours après l'enterrement et on vient l'arrêter. On vient l'arrêter, c'était la domestique du 4e qui l'avait dénoncé. Le hasard a fait qu'on a retrouvé, après la libération, la lettre de dénonciation. Ah, vous trouverez juif à tel étage, etc. Il a dit, bon, il est parti d'Annecy, puis il allait mourir en Auschwitz. Eh bien, on a jugé cette femme, et ma mère a été citée comme témoin. Elle refusait de se constituer partie civile, mais elle est allée au procès. Et là, dans le cours de débat, le président lui a dit, Madame Terre, c'est votre frère, bon, est-ce que vous souhaiteriez poser une question à l'accusé, qui pleurait toutes les larmes de son corps? Et ma mère dit, oui, une seule. Et ma mère dit à cette femme, mais madame, mon frère, il n'était pas aimable, il n'était pas gentil avec... Oh, si, il était très gentil, très poli, oh, si, oh, tout le monde l'aimait bien. Et ma mère lui dit, mais pourquoi vous l'avez dénoncé? Et la réponse était simple, pour les meubles, voyons. C'est tout. Vous dire que
les choses sont, dans la nature humaine, complexes. On pourrait citer tant d'anecdotes. Voilà, laissons cela de côté. Allez. Ah bah non, encore une question. Ah, voilà. Une seule. Oh, pardon. Qui ? Madame. Oui, j'ai une question à vous poser. Vous avez raconté longuement l'importance de devenir français, c'est-à-dire de s'assimiler par la langue, par la culture, par l'éducation. Et je me demandais s'il y avait eu, à un moment ou à un autre, c'est une question que Nathalie Saint-Cric a évoquée, soit à l'époque, soit éventuellement plus tard, maintenant, tout de même le sentiment que peut-être quelque chose a été perdu de ce Yiddishland, de la culture, de la vie d'avant, ou alors simplement vous avez quitté, ou votre famille a quitté un pays où les Juifs étaient discriminés, vivaient dans la misère, pour accéder à la France et sans sans le sentiment d'avoir perdu quelque chose. Alors est-ce qu'à l'époque ou alors peut-être maintenant ? Non, pas du tout. Pas du tout. Moi, je suis né ici. Le hasard du calendrier a fait que je suis né français de parents français à 2 mois près. Ce qui n'était pas le cas de mon frère aîné, que discrètement je vous ai remarqué, qui avait des Français nés de parents français ici, mais que tout le monde ne pouvait pas dire autant, ce qui nous faisait marrer. Enfin, bon, laissons de côté ces jeux d'adolescents, simplement, non, pas du tout. Pas du tout. Moi, sur ce point, le rêve de mon père s'est réalisé. Je me suis toujours senti et considéré comme né ici, grandi ici, appartenant à cette nation, juif. Mais vous pouvez dire français juif ou juif français comme vous voudrez, c'est pour moi et en moins indissociable. C'est certainement pas, mais certainement pas, les voyages que j'ai faits pour des raisons qui d'ailleurs n'étaient pas touristiques, en Bessarabie qui m'aurait fait changer d'opinion. Croyez-moi, pour l'empire du tsar, je n'ai pas du tout les yeux de Chimène, pas du tout. Bon. Ou de la femme de Tolstoï, pas du tout. Juste, monsieur. Attends, on va faire. Alors, je sais que c'était 2, mais il y a eu 2 femmes, et comme je sais que les femmes sont surdominantes dans notre société contemporaine et qu'elle l'était un petit peu chez vous, avec des femmes, des fortes femmes, on va laisser quand même un monsieur poser une question. Oui, c'est la dernière. Hein. Voilà, c'est la dernière. Bonjour, ma grand-mère a eu à peu près le même trajet que la vôtre, soit à la différence près qu'elle venait de Pologne. Est-ce qu'il y avait aussi le long du trajet, est-ce qu'il y avait aussi la même chose que votre grand-mère a connue, c'est-à-dire des relais par le Bund, est-ce que ça existait pour la Pologne? Parce qu'elle était complètement illettrée, elle avait 22 ans, elle est arrivée avec mon père qui avait 3 ans, et elle a traversé toute l'Allemagne, enfin l'Allemagne avec tout, il y avait plein de principautés, et je crois que ce qui l'a aidé, c'est qu'elle parlait yiddish, et en fait, c'est l'allemand. Elle a pu parler allemand. Oui, c'est sûrement... Est-ce qu'il y avait une solidarité aussi pour les Polonais? Ça, c'est certain. Mais vous savez, je pense qu'une des heures décisives de la naissance et de la formation si remarquable de l'État d'Israël, c'est le choix fait par les pères fondateurs, qui n'était pas évident, de l'hébreu, qui était une langue morte, sauf religion, comme langue vivante de l'État d'Israël. Et Ben Gurion s'en explique très très bien dans ses mémoires, quand il dit non, ce qu'il fallait, c'était une langue à nous. Et le yiddish, c'était parlé par une partie des juifs, ashkénazes. Le yiddish, hélas, est une langue quasiment morte parce que les yiddishophones, eux, sont morts. Tout, quand on va dans les pays d'Europe de l'Est, d'Europe centrale, montre la mort. La mort physique, ce sont de ces millions, les millions de juifs morts au cours de la Shoah, c'est d'abord, en effet, les juifs d'Europe orientale, d'Europe centrale
et les Juifs russes, pendant la première année de la guerre, quand les Einsatzgruppen, à mesure qu'ils avançaient sur le territoire soviétique, tuaient les commissaires du peuple, les militants, enfin les chefs communistes et les Juifs. Là, 1 million de Juifs ont été abattus comme des chiens. C'est ça. Et là, c'est ce qu'il y a de plus tragique. C'est là où on sent que Hitler est au moins partiellement parvenu à ses fins. Ce qu'était quand même une grande civilisation ashkénaze a été liquidée, physiquement liquidée. Et les synagogues, les shtetl, tout a disparu. Tout. Moi, j'ai vu très bien ça quand j'ai visité le shtetl, là, à Bessarabie. Il n'y a plus rien. Plus rien. J'ai été au cimetière juif. Il l'avait dynamité en se repliant, comme si c'était important. Il fallait encore dynamiter. En 1944, au moment où l'armée rouge les repoussait, il fallait encore dynamiter les cimetières juifs. Et la synagogue également. Il n'y a rien resté. Les humains étaient morts. Et jusqu'aux bâtiments, on les avait détruits. Donc c'est une volonté d'anéantissement qui, hélas, a pour une partie du judaïsme porté ses fruits. C'est loin dans l'histoire, mais le crime n'en est pas là. Il est là. Voilà. Allez, sur ces tristes considérations.